Je me suis rendu pour la première fois en Iran, il y a déjà une vingtaine d'années. À l'époque, j'étais presque encore un jeune homme. Je m'y étais rendu avec mon second fils, Guillaume, qui était à l'époque étudiant. La seconde fois, il y a 4 ans, avec 3 copains avec lesquels j'ai l'habitude chaque année de parcourir un petit peu le monde. Et dernièrement, avec 13 amis d'enfance. Avec mon fils, nous étions surtout partis pour faire de la montagne. Nous avons d'ailleurs fait notamment le Sabalan, un 4811 mètres, légèrement plus haut que le Mont Blanc. Et surtout le Damavand, qui est le point culminant de l'Iran, avec ses 5611 mètres. C'est le plus haut volcan semi-actif d'Asie. Nous avions joint évidemment à ceci une partie quand même culturelle et touristique, mais surtout nous l'avons réalisé vraiment en style routard, c'est-à-dire le sac à dos. On dormait dans la montagne, on dormait dans des bergeries, on dormait chez l'habitant, et j'en garde vraiment un excellent souvenir. En 2014, je suis parti avec mes 3 copains et nous sommes partis donc pour faire de la randonnée et je comptais justement refaire le Sabalan, mais nous n'avons pas pu donc réaliser cette fois-ci son ascension parce que c'était au mois de novembre et la neige était beaucoup en avance. Mais nous sommes quand même réussi à monter pratiquement au camp de base, qui est une mosquée que j'ai retrouvée d'ailleurs avec grand plaisir, parce que 20 ans après, le cadre était toujours aussi prestigieux. Nous étions donc toujours en formule routard, mais de façon plus aseptisée. Nous couchions dans les hôtels, nous mangions dans les petits restaurants et nous nous déplacions par contre avec les moyens locaux, beaucoup de bus, mais des bus tout de même, compte tenu de l'excellent réseau routier, des bus qui étaient même climatisés. On a même couché, lorsqu'on ne trouvait pas à se loger, on a même couché invité par un mollah dans une mosquée. En 2018, là on part avec une bande d'anciens combattants, tous des Borisans, des amis d'enfance, d'ailleurs avec qui, depuis une vingtaine d'années, nous sommes partis beaucoup en France, mais aussi à l'étranger. Mais c'est une petite aventure, parce que partir 13 papis et mamies, tous aussi immatures, indisciplinés et étourdis les uns que les autres, il ne faut quand même pas laisser beaucoup de place à l'improvisation. Et tout ceci en version VIP, dans des hôtels, personnellement, jusqu'à maintenant, j'y avais jamais mis les pieds, des hôtels 5 étoiles. C'était vraiment le grand luxe, parce que nous avions un car de 48 places, climatisé, avec frigo à l'intérieur, pour 13 personnes. Un chauffeur très stylé et une guide Zoré, performante et très agréable. C'est une jeune fille qui avait 29 ans,
qui avait fait des études supérieures en économie. Et puis, bon, l'Iran étant quand même économiquement assez étranglé, n'a pas pu avoir n'a pas trouvé de travail dans son rayon. Donc, elle s'est tournée vers le tourisme, mais ce n'est pas son métier premier. Mohamed, qui s'appelle Astiaq, c'était un roi rempli dans l'opulence, dans la richesse, et les Mèdes, ils n'aimaient pas le roi. Dans un réveil... Un voyage de tourisme, hein, nous sommes arrivés à Téhéran. De Téhéran, nous avons pris l'avion des lignes intérieures jusqu'à Shiraz, qui est une très belle ville. Le grand roi Persépolis, Sousse et Équatin au point stratégique. De Shiraz, bien entendu, nous sommes allés à Persépolis, là où le Shah d'Iran a fêté en grande pompe l'anniversaire de son empire. À Persépolis, je me souviens d'être arrivé dans une espèce de no man's land. Et maintenant, il y a une voie rapide qui passe au pied même. Il y a un parking immense, alors que je me souviens, nous pénétrions directement au pied même des bas-reliefs. Nous escaladions même les bas-reliefs. Chose qui paraît un petit peu incongrue actuellement. Nous avions passé pratiquement l'après-midi à Persépolis et le soir, avec mon fils, nous avions fait à peu près 1 kilomètre à pied et nous avions bivouaqué à même le désert avec en face de nous donc toutes les ruines. Il faut bien s'imprégner de l'histoire pour s'imaginer, se remettre dans le contexte de l'époque. Mais c'est un site archéologique très important et qui est quand même significatif de l'histoire de l'Iran, de la Perse. On va parler de Perse parce que ce n'était pas l'Iran à l'époque. On se promène, enfin on a tout un itinéraire à faire et on peut s'imaginer ce que c'était cette civilisation pour l'époque. C'est quand même avant Jésus-Christ, longtemps avant. Hein. Certaines parties, comme les colonnes par exemple, les colonnes ou les portes, c'était pas très long, c'était pas très haut. Ils ont fait des collines avec du sable, avec la terre. Mais pour les hautes colonnes comme ici, ils ont utilisé des poulies. Le train pour marchandises, pour transporter. Puis nous sommes remontés sur Yazd, qui est une ville plus au nord, direction de la mer Caspienne, direction du désert. Yazd, nous sommes restés deux jours, puis nous sommes partis dans le désert, carrément, dans des caravansérails, très sympa. Et là, nous avons fait un trek de 2 jours. C'est un désert de sable et de cailloux, hein. Ce n'est pas le désert marocain, ou enfin le désert du Maghreb. À mon avis, c'est moins joli. Mais bon, c'est un désert, c'est-à-dire il n'y a rien. C'est le désert. L'âge oblige, donc certains le font à pied intégralement, d'autres un peu et beaucoup à dos de chameau. Et heureusement, nous avions aussi un 4x4. C'est d'abord un minimum d'équipement, hein, contre la chaleur, tout ça. C'est un peu de logistique et d'intendance. Nous sommes partis donc le matin très tôt, avant que la chaleur ne soit au maximum. Nous étions accompagnés par 4 chameaux, hein, c'est ce qu'on va appeler des chameaux de secours, et qui nous ont été rapidement d'une utilité, parce que
Certains n'ont pas les mêmes capacités à se déplacer dans un terrain sablonneux ou rocailleux. Et là, on marche toute une journée, 6-7 heures. Le soir, c'est un bivouac, on monte des tentes, on dort. Là, nous avions un petit peu de personnel qui nous a fait le repas, enfin des repas très simples. Le soir, nous avions un feu, donc on a joué aussi un petit peu au Boy Scout. On se relève le matin et on fait 6 heures de marche. Le chauffeur du 4x4 était un homme du terrain et c'était lui qui nous servait de cuisinier. Le chamelier était son fils. C'était un guide parfait qui connaissait parfaitement le moindre contour, le moindre relief du terrain. Oui, le chameau de secours a beaucoup servi. Il y en avait quand même 3. Donc ces 3 ont été montés. Le 4x4 qui suivait, qui amenait l'intendance, la restauration et tout, a servi également parce que c'était très dur, il faut bien le reconnaître. De là, nous sommes repartis sur Cachan, donc en direction d'Ispahan. Cachan, c'est une ville très religieuse. Nous y avons passé une nuit, enfin 2 jours de visite et une nuit. Une ville très religieuse, c'est une ville, lorsqu'on arrive, on voit que du noir, que des femmes noires, habillées avec le hijab et le foulard. On arrive aussi dans ces villes-là, bien souvent, ça s'est trouvé quand on y était, on fête le deuil, ils sont très commémoratifs. Le symbole du sang des martyrs, et aussi en tête de tout le martyr, c'est Hossein. Donc là, c'est des grands drapeaux noirs, c'est même impressionnant. Mais c'est ça une ville religieuse, c'est une ville où vraiment la religion est prégnante. Puis Ispahan, c'est magnifique, c'est vraiment une très belle ville. Là, nous sommes restés 3 jours. Ispahan, on pense à ces ponts assez extraordinaires où les Iraniens viennent prendre un peu de fraîcheur, viennent chanter, se reposer. On a d'ailleurs trouvé un groupe d'étudiants, essentiellement des filles, qui filmait ce pont, qui théoriquement est là par rapport à un fleuve qui a dû être très conséquent, mais qui pour l'instant, avec des problèmes de sécheresse, s'avère être sans eau. J'ai été vraiment séduite par cette immense place, qui est la 2e place au monde en superficie, et puis par le côté majestueux des bâtiments qui habillent cette place. Avec la plus belle mosquée du pays. J'ai pu constater effectivement qu'il y avait des travailleurs immigrés qu'on a vu bosser vers Ispahan, entre autres, et qui sont là pour rénover tout leur patrimoine architectural, retravailler les mosaïques, faire un travail à la fois de précision et qui demande un travail précis et beaucoup de petites mains pour exécuter ce travail-là. Le bazar est un peu le pouls du pays, représente un peu le thermomètre de la vie sociale. Quand le bazar marche, tout marche. Et quand le bazar s'effondre, c'est mauvais signe. Joaillerie, petits coffrets de tout genre, des étoffes, les tapis, les épices. Donc il y a aussi une odeur assez caractéristique des différentes épices, entre autres le safran. Safran qui est l'épice la plus chère et dont l'Iran est le premier producteur. On trouve à la fois des bijoux en or, des bijoux relativement travaillés, ciselés, et puis beaucoup de petits bijoux fantaisie à base de perles.
Le tapis persan est le tapis qui a une renommée internationale, premier tapis du monde par sa qualité, qualité de la laine, qualité à la fois de la soie, qualité des couleurs, harmonie des dessins, et chaque ville a un style différent. Puis nous sommes revenus sur Téhéran, où nous avons passé notre dernière journée. On atterrit à Téhéran, c'est un aéroport ultra moderne. Ça interpelle. Des hôtels autour qui sont standards européens. Et là, on passe sur l'autoroute et c'est là qu'on découvre le mausolée de l'imam Khomeini. C'est fantastique, enfin, c'est des feuilles d'or, c'est quelque chose d'exceptionnel. Hein. D'ailleurs, je crois que le coût a été de plus de 2 milliards de dollars. Donc c'est dire que c'est chouette. Téhéran, c'est une ville vivante, très vivante. Beaucoup de jeunesse, énormément de jeunesse, une jeunesse souriante, dynamique, raffinée dans le sens où les gens se comportent bien. C'est une ville très très propre. En 1999, j'avais profité de la politique d'ouverture du président modéré Khatami pour faire une demande de visa d'1 mois. Mais les conditions étaient très contraignantes. J'avais été obligé de faire ma demande à l'ambassade d'Iran à Paris, avenue d'Iéna. J'étais obligé de voyager par la compagnie nationale Iranair, payer mon billet en liquide. En 2014, après 8 ans de main de fer du président Ahmadinejad, l'Iran s'ouvrait de nouveau sous l'impulsion du nouveau président modéré Hassan Rouhani, et on avait la possibilité d'obtenir un visa on arrival, c'est-à-dire à l'aéroport, un visa d'une durée de 15 jours. En 2018, les conditions se sont encore assouplies. Le président Rouhani venait d'être réélu, toujours modéré, bien sûr. Une facilité pour entrer, aucune contrainte administrative majeure. Nous avions pris nos visas avant, c'était même pas des visas, c'est des visas électroniques. Là, de ce côté-là, l'accueil est parfait. Ils ont bombardé là-bas et après ils ont commencé à bombarder. D'abord c'était Téhéran et après le bazar d'Isfahan. Il y a eu beaucoup de victimes? Beaucoup, oui, plus d'1 million. Depuis la fin de la guerre avec l'Irak, on sent qu'il y a eu un gros souci de rénovation. Rénovation de tous les bâtiments qui avaient été détruits. Donc les différentes mosquées, les différents édifices religieux avec les personnes, les Iraniens participent par des dons, sont relativement généreux pour sauvegarder leur patrimoine. Ils ont été relativement isolés et ils essayent de s'ouvrir à la fois à l'extérieur et aux touristes. L'année dernière, paraît-il, c'était les Allemands en premier, ils ne sont pas là cette année, je ne sais pas pourquoi. Beaucoup de Français, beaucoup d'Occidentaux. Mais bon, le tourisme, c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'ils ont envie de développer. Ils peuvent, parce que ce soit les hébergements, que ce soit les sites, ils sont au standard, et c'est bien. Je pense que l'Iran, il a beaucoup de choses à voir. Vous voyez, par exemple, chaque jour, on a 5 ou 6 choses à voir. Et il y a d'autres choses qui sont supplémentaires que les touristes ils sont fatigués, nous ne pouvons pas aller visiter. Eux-mêmes développent beaucoup le tourisme au niveau de leur pays. Les Iraniens vont volontiers passer les jours de fériés, de congés, aller visiter les différentes régions de l'Iran. Donc ils circulent essentiellement dans leur pays parce qu'il faut déjà beaucoup de moyens pour se payer un voyage, un ticket d'avion.
Ce dernier voyage m'a permis de découvrir une face que j'ignorais totalement de l'Iran, la face un petit peu luxe. Il s'agit d'un caravansérail de plusieurs centaines d'années. Peut-être qu'il a vu passer Marco Polo, c'est même fort possible puisqu'il se trouve sur la route de la soie. Et il est transformé en chambre d'hôte. On mixe différentes architectures, par exemple les carrelages de soubassement sont les carrelages de l'époque safavide. Sur le dôme aussi, c'est l'architecture persane. Mais nous avons... Les mosquées, les mausolées, les bazars, les caravansérails nous montrent toute la richesse de ce passé et nous permettent de découvrir au fil des différentes visites tout ce qui les a imprégnés et ce qui peut expliquer actuellement cet esprit d'ouverture, parce qu'ils ont été le lieu de rencontres importantes avec des ethnies différentes, avec des religions aussi, une mosaïque de religions variées. La première religion monothéiste dans le monde. Et après, d'autres religions, ils ont pris les racines. Par exemple, l'islam, le catholicisme, d'autres religions judaïsme. Ils ont pris les racines des zoroastriens, des zoroastristes pour leur religion. On est à la fois surpris par un passé à la fois riche et on a été surpris aussi par la qualité d'accueil, le côté chaleureux, humain des habitants, de la population. Ils sont preneurs de ce qui vient de l'extérieur. C'est vrai que ce qui nous a frappé, outre la beauté du site, outre la culture, c'est l'accueil, la qualité de l'accueil. Les gens sont tous très gentils, ils ne connaissent pas, ils font le sourire. Oui, je pense que l'une des attractions, l'une des choses qu'il est de venir une autre fois le touriste, sont le peuple. Ils sont toujours souriants, ils sont accueillants vers les touristes. Ils veulent se faire prendre en photo, ils sont contents d'où vous venez. Sans arrière-pensée mercantile. C'est très important, ça. Quand tu fais du tourisme, il y a certains pays... Nous, pour dire quelqu'un qui vient de l'étranger, on dit « il est farangui ». Le mot farangui, il vient de la France. Ils pensaient que tous les étrangers qui viennent de différents pays, ils sont des Français. C'est pour ça que les Iraniens aiment beaucoup des Français. Avant de partir en Iran, j'ai vu quelques personnes qui me disaient « Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous n'avez pas peur? Vous vous rendez compte, un régime comme ça ?» Eh bien, c'est pas ce qu'on dit. Le réseau routier aussi a été apparemment développé de façon assez extraordinaire en quelques années. Et le milieu hospitalier, apparemment, ils sont relativement bien placés, notamment en neurochirurgie. Et d'ailleurs, des étudiants viennent en France et vont à l'étranger pour perfectionner leur pratique et leur connaissance. Bientôt, on va proposer un tourisme médical pour accueillir les gens, des Français éventuellement, si on veut les sauver à faire le visage, à des prix fort intéressants. C'est des Européens, c'est des Occidentaux, dans leur habillement, dans leur façon de faire, dans la manière de réaliser ce qu'ils font. C'est très très propre, les routes sont bien faites, les immeubles sont bien faits. On s'est senti en sécurité et on a pu constater, d'ailleurs notre guide et notre chauffeur nous le confirmaient, qu'ils ne se sentent pas en danger, même le soir tard dans une ville. Contrairement à chez nous, où à certaines villes maintenant on hésite à sortir seul le soir. On n'a jamais senti une présence policière, on ne s'est jamais senti en insécurité. On a pu dire ce qu'on voulait. Cohabitation de plusieurs religions, donc une certaine richesse par rapport sur un plan anthropologique. On a essentiellement visité des mosquées et une
cathédrale arménienne. Dans les mosquées, c'est vrai qu'on retrouve tout le rituel et on sent les gens toujours très, très respectueux des heures de la prière, et notamment le vendredi qui est un jour pour eux comme nous le dimanche dans la religion catholique. 30% qui sont des vrais pratiquants, mais les autres non. Peut-être qu'ils sont croyants, mais pas pratiquants. On s'est fait expliquer un petit peu la hiérarchie. Les mollahs, ce sont quand même des gens qui ont des études supérieures très élevées. Quand on a 17 ans ou 18 ans, on peut entrer dans l'école religieuse, c'est après le bac. Après 5 ans ou 7 ans d'études, on a le droit de porter des vêtements comme ça. Et on peut enseigner à l'école, où on peut diriger la prière à la mosquée. Mais lorsqu'on sort des études supérieures religieuses, puisque tout est religieux, c'est là, c'est un peu comme l'ENA chez nous, il y en a qui font de la politique, il y en a qui font de la religion. C'est une hiérarchie tout à fait comparable aux pays occidentaux, hein, sauf qu'elle est religieuse. On peut enseigner à l'université, on peut devenir juge avocat, on peut entrer dans le gouvernement. Après 20 ou 25 ans d'études, on peut devenir ayatollah. Celui qui est en haut. On a des niveaux différents, des travaux différents. Je ne suis pas obligé d'être ici. Je peux faire des travaux non religieux aussi. Alors, on a des vêtements comme ça. Je peux avoir des vêtements civils aussi. À l'extérieur, il y a beaucoup d'interdictions. Ne pas boire, ne pas sortir sans son voile, être habillé correctement, du moins pour les filles. Alors qu'on se rend compte qu'en privé, tout est possible. On a deux vies, la vie en public et la vie privée. La vie publique, on doit cacher tout, on doit pas montrer la réalité. Mais dans notre vie privée, c'est une autre chose. Mais c'est de l'hypocrisie totale, parce qu'en privé, ils ont un comportement absolument identique au nôtre. Nous avons des vins qu'ils ont, les Arméniens, les Arméniens du quartier Jolfa qu'ils préparent, ou par exemple le vin des Zoroastriens qui sont très bons. Oui, le Syrah que tout le monde, dans tous les pays connaît, ça vient de Shiraz. Des fêtes sont organisées aussi bien au niveau d'une population jeune, étudiante ou jeunes qui se retrouvent entre eux pour faire des bringues comme ici. Ils n'ont pas assez d'argent pour acheter des vraies boissons alcooliques. Alors ils diluent avec différentes choses et on boit. Et à la fin, ils sont obligés d'aller à l'hôpital. Il apparaît qu'il y a un taux d'alcoolisme et d'éthylisme assez conséquent, assez important, traité en milieu hospitalier. Ce qui montre qu'il y a une consommation d'alcool excessive, mais à l'abri des regards et à l'abri des sanctions. Les médecins sont très gentils, ils ne téléphonent pas à la police. S'ils téléphonent, il fouille avec 72 fouets de... Ouais. 72 coups de fouet. Coups de fouet, oui. 72 coups de fouet. Mais toujours, on peut donner un peu de bakshish. Pour avoir moins de coups de fouet. Pas moins, pour ne pas avoir coup de fouet. Tout au long du voyage, je n'ai jamais entendu des mots désobligeants pour les dirigeants, sauf un mot qui revient très souvent, c'est la corruption. C'est la corruption. Et ça, ils le dénoncent. On est dans la voiture, ils ont toujours, quand on achète dans le marché noir, ils ont mis dans un sachet noir. Mais quand les policiers voient, ils demandent qu'est-ce qu'il y a, quel est dans ton sachet, ils disent c'est l'eau. Mais quand ils vont voir, ils vont vérifier, tu peux te donner un pot de bakshish, et voilà, ils ne regardent pas. Oui, c'est bien, c'est l'eau minérale. Voilà, ça passe. C'est paradoxal. C'est un pays dont je trouve que c'est un pays moderne et archaïque. On croit que c'est un pays aux mœurs toujours sur ce que je vois, aux mœurs un peu rétrogrades.
On n'a pas vu ça, on a vu des garçons et des filles qui se tenaient par la main, on n'a pas vu de femme derrière, hein, censée être la suite de l'homme, non, c'est pas ça. Mais dans les grandes villes, par exemple, on a des gens qui vivent ensemble. On ne peut pas dire le mariage blanc, non, paxé, on dit. Ils sont paxés, on vit ensemble. Ils sont toujours ensemble, ou leurs parents, leur famille, tous, ils savent qu'ils sont ensemble. Ils sont ensemble parce qu'ils vont se connaître après pour leur mariage. Mais ils n'ont pas le droit d'avoir des enfants. Dans une famille iranienne, c'est exactement le même comportement que chez nous. La femme est absolument libre de tous ses mouvements. Hein. Si justement elle est obligée à cette tenue vestimentaire, c'est uniquement l'empreinte religieuse. J'ai été surprise aussi pour avoir échangé avec certaines femmes iraniennes. Globalement, au niveau de l'accouchement, on leur propose assez volontiers une césarienne. Donc elles sont nombreuses à demander des césariennes pour éviter de souffrir. Donc j'ai quand même été surprise, les gynécos là-bas pratiquent énormément de césariennes de confort. Alors qu'on sait que c'est quand même un acte chirurgical qui n'est pas anodin. Et peu de péridurale qui pourrait effectivement atténuer les douleurs de l'accouchement. Le rôle de la femme iranienne est exactement identique à celui de l'homme. Elles font des études à l'université. Elles peuvent être aussi bien pédiatres qu'ingénieurs. Il n'y a absolument, moi je pense, aucune discrimination. Pour l'entrée dans l'université, on doit passer le concours. Oui. Mais avant, c'était 50-50. Oui. 50 les femmes, 50 les garçons. Mais maintenant, ils ont vu que toujours les filles, quand on va dans les classes, on voit toujours les filles qui sont plus nombreux que les garçons. Maintenant, ils ont dit 60% pour les garçons et 40% pour les filles, pour l'entrée à l'université. Mais même maintenant, dans les salles de classe, il y a plus de filles que les garçons. Et avec apparemment, d'après ce qu'expliquaient les guides, des filles beaucoup plus bosseuses que les garçons. Il y a des travaux où les femmes ne peuvent pas faire. Par exemple, comme il y a d'autres travaux qu'ils ont gardés toujours pour les filles. Par exemple, nous n'avons pas un gynécologue homme. Ah bon? Ça n'existe pas. Quand on les voit, on ne les sent pas brimés, on ne les sent pas résignés. Elles sont dynamiques, elles sont... Bon, à part ça, c'est clair que leur statut n'est pas au standard chez nous. Mais nous avons des ingénieurs, des mathématiciens. Les femmes iraniennes conduisent, mais elles sont très indépendantes. Moi, je l'ai senti comme ça. Elles vont dans les cafés, elles jouent aux cartes, elles fument la chicha. Non, moi, je les ai trouvées très, très indépendantes. Hein. Tout ce qui est commerce, tout ce qui est visible, en termes d'activité, il n'y a pas de femmes. On ne les voit pas. Restaurant, l'administration, en contact avec le public, on ne les voit pas, les femmes. En 99, absolument toutes les femmes portaient le tchador avec le foulard islamique qui leur barrait le front. Aucun cheveu ne dépassait. Mon fils était accompagné d'une copine et elle-même avait dû se vêtir dès son entrée dans l'avion, du tchador et avec le foulard islamique qui lui barrait même le front, que sa maman avait été obligée de lui confectionner pour qu'elle puisse avoir son visa. On avait prévu des foulards de couleurs différentes pour éventuellement changer. On avait prévu des chemises longues ou des tenues pour le haut du corps longues, manches longues, pantalons longs. Par contre, au niveau pied, on pouvait avoir les orteils à l'air.
dans des petites sandalettes ou on n'avait pas besoin de socket, parce qu'au départ on se demandait s'il fallait aussi cacher les extrémités. Alors que maintenant, je pense que le foulard islamique est plus un élément de coquetterie. Elle le porte de façon très colorée, très haut sur le front. Alors, certaines étaient habillées en noir parce qu'on était dans une période de deuil qui était imposée au niveau gouvernement, au niveau religion. Et puis parfois, suivant leur tradition, suivant leur religion, elles rentrent dans cet habillage noir. Alors, est-ce que c'est vraiment choisi? Est-ce que c'est imposé? Là, je ne peux pas répondre à la question. Par contre, une autre population, comme notre guide, des personnes qui volontiers s'habillaient de couleurs claires et harmonieuses. Quand c'est possible, elles ont des petits foulards qui sont coordonnés à leur tenue. Et puis elles ont ce geste, je trouve assez gracieux, de rectifier la position du foulard, de l'arranger sur leur épaule, de cacher un peu le bas du visage. Donc j'ai trouvé ce jeu avec le foulard, avec un côté un peu séducteur. Et par ailleurs, elles ont souvent des pantalons. Alors au départ, moi je pensais qu'il fallait plutôt des pantalons larges parce que les formes ne devaient pas être perçues. Et en fait, elles ont souvent des jeans, voire des baskets. J'ai été surprise aussi par la beauté de leur visage. Et j'ai constaté que l'Iran était pratiquement le deuxième pays de consommateurs de maquillage. Elles n'ont que leur visage à mettre en valeur, elles attachent beaucoup d'importance à ce visage. Et elles consomment à la fois beaucoup de rouge à lèvres, j'ai pu remarquer des lèvres toujours très très maquillées. La femme iranienne est toujours aussi coquette, sinon plus. Et je pense qu'elle joue justement sur ce port du foulard. Ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'elle pratique, elle se laisse volontiers transformer leur visage à travers la chirurgie esthétique. Elle porte le foulard de couleur, elle le porte avec les cheveux très dégagés, et je pense même qu'elle recherche, en voulant découvrir un peu leurs cheveux, une certaine forme de provocation. Des personnes, notamment plus des jeunes femmes, des filles, supportent assez mal cet ordre gouvernemental et qu'elles ont envie de le supprimer. Et c'est un moyen aussi de manifester, de s'opposer. Mais ça paraît pas très très simple parce qu'elles ont quand même peur des représailles. Et donc il y a des idées, oui, des envies de manifester à travers une journée sans voile. Beaucoup de mouvements féministes qui sont les femmes, même les hommes, on a des hommes aussi qui défendent les droits des femmes. Et par exemple, peut-être vous avez vu le monsieur il a partagé son photo sur Facebook, sur YouTube, un monsieur qui a porté voile. Ils ont des réseaux sociaux, ils ont plein de circuits pour avoir pour savoir ce qui se passe à l'extérieur. J'ai senti que ce n'était pas un problème de s'informer sur ce qui se passe ailleurs. Ils ont des astuces, ils ont le matériel, ils ont les gens compétents, donc le couvercle, ils peuvent bien le mettre dessus, ça passe quand même. Les films, ils ont censuré à la fin. Quand on arrive, les deux amoureuses, on arrive, après c'est censuré. On ne peut pas voir qu'est-ce qu'il fait. Après, qu'est-ce qui se passe, mais après, ils montrent dans 2 ans qu'ils ont des enfants, qu'ils ont fait une famille, qu'ils sont ensemble, ils sont contents. Mais c'est pas intéressant pour nous de regarder la télévision. Ne pas regarder la télévision autre que la télévision officielle, et ça c'est tourné en dérision, partout. À savoir que ils ont des box, ils sont comme les autres, et lorsque ils ont conscience qu'ils vont avoir un contrôle, parce qu'ils contrôlent de temps en temps, eh bien ils cachent tout, même dans le jardin, quand ils ont des jardins, ils cachent tout, ils attendent que ça passe. Mais il arrive parfois que les gardiens de la Révolution rentrent dans les foyers et démontent toutes les paraboles, elles les enlèvent.
c'est pas grave, parce que des paraboles on en retrouve, et ils en remettent. Le régime en place quand même verrouille tout. Hein. L'alternative des opposants, je ne sais pas où ils sont, et puis ils n'en parlent pas. Donc ça peut venir d'une émeute un jour, peut-être une décision qui sera prise, et puis qui... Mais les gardiens de la Révolution quand même verrouillent quand même tout le pays, bien qu'ils ne fassent pas l'unanimité, et loin de là. Le Grand Satan, c'est l'Amérique. Quand on est passé dans l'ambassade américaine, ils en ont fait un musée de l'espionnage. Enfin bon, c'est quelque chose, c'est le Grand Satan. Ils ont également sacralisé la guerre Iran-Irak, c'est-à-dire que c'est que des photos de martyrs. On arrive dans des villes, les lampadaires, les grands posters. Je ne sens pas de haine particulière, si ce n'est que l'Américain, c'est le Grand Satan. Et pourtant, il y a des Américains qui viennent en Iran. Ça doit être des anti-Trump, je suppose. Mais il y a des Américains qui viennent en Iran et ils sont bien reçus. C'est une crise énorme. Hein. La dépréciation de leur monnaie. Nous, on a rencontré plein de jeunes qui souhaitent faire des études parce qu'à mon avis, ils sont à un niveau très élevé. Pour partir, ils ne peuvent plus. Avec ces taux de dollars, de l'euro qui augmentent, on ne peut pas faire quelque chose. Par exemple, pour acheter un ordinateur, un portable, maintenant c'est très très cher, on ne peut pas acheter. 1 euro était 50 000 rials. Nous, quand on est arrivé, l'euro s'est changé à 165 000. Un pays très, très cultivé et élégant dans leur comportement. Moi je dirais un pays évolué, éduqué et raffiné. C'est un peu ce côté mosaïque est très intéressant de l'Iran, où il y a un passé à la fois très présent et cette modernité qu'on perçoit dans leur façon de vivre, dans les études que font de plus en plus entre autres les filles. Mais parfois, quand les ongles sont cassés, ils utilisaient un médiator. Ils ont le gaz, ils ont du pétrole, ils ont des ressources minières. Non, au niveau ressources vitales, ils les ont. Après, il faut les vendre. Et en ce moment, j'ai cru comprendre qu'il y a même une deuxième séquence qui allait se passer où ils ne devraient pas pouvoir exporter leur pétrole. Là, on va partir de là.